Pic du Rocher, Lozère, 1988. Le vieux manoir dont personne ne voulait avait un nouveau propriétaire. C'était moi. J'étais travailleur indépendant à l'époque, je ne croyais pas au surnaturel et j'écrivais pour plusieurs clients, des grandes entreprises, des journaux locaux ou encore des personnalités qui voulaient vendre leur biographie. J'avais toujours rêvé d'une maison de campagne et cette immense bâtisse, sinistre, était une aubaine. Elle était construite sur une terre marécageuse. À l'arrière, il y avait la forêt humide. Devant se trouvait le porche majestueux, le grand jardin, et à quelques centaines de mètres, une départementale tellement mal entretenue qu'aucune voiture n'y circulait. Parfois, tout était si calme que j'osais à peine bouger. Je me déplaçais presque sur la pointe des pieds dans les longs couloirs. Je passais devant les chambres avec appréhension et regardais furtivement le mobilier couvert de draps blancs. Quand je travaillais, on pouvait entendre les touches de mon clavier résonner au loin. J'entendais aussi les bruits de ma respiration. Ma première impression fut bonne. Le silence était certes pesant et faisait un peu peur, mais c'était ce que j'avais toujours recherché. La quiétude, la paix, toujours connecté au monde par mon ordinateur, mais loin des hommes. Ce n'est qu'au bout de la 3e semaine que je pris conscience du danger. Ça commença par ces bruits dans les escaliers et les chambres de l'aile nord, vers 3 ou 4 heures du matin. J'eus peur, évidemment, puisque je vivais seul. Je pensais d'abord à des cambrioleurs, mais les bruits cessèrent et je n'entendis plus rien. Dehors, rien ne venait troubler le silence de cette maison. Ni le vent dans les arbres, ni le coassement des crapauds, ni les insectes, rien. Une fois, j'avais visité un cimetière abandonné, en Écosse, il y a de ça très longtemps. Le même silence s'était imposé au lieu comme une chape de plomb. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Et au matin, constatant que la serrure n'avait pas été forcée, je me demandais si je n'avais pas halluciné. Bien que peureux de nature, je l'avoue, j'étais un esprit rationnel qui ne croyait pas facilement aux histoires étranges. Mais paradoxalement, j'adorais ces histoires. Cette journée-là, je travaillais mal, je n'osais pas même m'assoupir pour reprendre des forces. Finalement, la fatigue m'emporta le soir venu. Rien ne se passa. Du moins, je ne me réveillai pas avant l'aube. Et quand les premières lueurs traversèrent la fenêtre, je constatais que je m'étais endormi devant le feu encore fumant. J'étais épuisé, comme si mon sommeil avait été agité par quelque mauvais esprit. Je me levai, fis un café et observai un instant la galerie des tableaux. L'un d'eux m'interpella car il était recouvert d'un drap fin. Je tirai l'un des coins du drap avec quelques appréhensions, et sur la toile, on avait représenté un homme assis. Il avait les yeux fermés et une femme qui se tenait debout derrière lui et qui semblait lui caresser la tête avait un air effrayant. Étrange portrait. J'allai ensuite m'asseoir sur le banc en bois blanc de la grande véranda, et je sus tout de suite que quelque chose n'allait pas. Dans le jardin, il y avait des oiseaux morts, des corneilles, des mésanges, quelques pigeons, ainsi que des rouges-gorges. Je m'avançai jusqu'à la route et regardai tout autour de moi, à la recherche d'une réponse. C'était stupide, mais l'homme est stupide devant de tels mystères. Je ramassai les oiseaux un par un et les enterrai au fond du jardin. Dès lors, je ne dormais plus la nuit et tentais de récupérer en journée. Mais une nuit, alors que j'étais assis dans mon lit, mon ordinateur sur les genoux, la lampe de chevet éclata. Puis j'entendis le fracas d'objets tombés à l'étage du bas. Le bruit était monté par écho le long des canalisations et avait résonné dans tout le manoir. Je sursautai et tentai de calmer mes palpitations en inspirant profondément par le nez. Je me levai et cherchai l'interrupteur, mais plus aucune lampe ne marchait. J'avais heureusement des chandelles et des allumettes dans le tiroir de la commode. Une bougie à la main, je descendis à l'étage, pieds nus. Les marches étaient froides et l'escalier en colimaçon paraissait sans fin. Arrivé en bas, je marchais sur un bout de verre et m'entaillais profondément. Le sol était jonché d'ampoules cassées. J'allumai le chandelier de la grande table en bois, puis je fis partir un feu dans la cheminée. J'avais laissé une traînée de sang sur le bois du plancher. Je bandais mon pied à la va-vite et inspectais les lieux à la faveur du feu. Je retrouvais dans la cuisine des objets au sol, des spatules en bois, des planches à découper, des casseroles et des bocaux. J'étais apeuré. Mais j'éprouvais aussi de la colère, raison pour laquelle je n'étais pas totalement tétanisé. Qui s'amusait à me jouer des tours ? J'avais tant trimé pour économiser, j'avais tant sué pour acheter ce manoir, conquérir mon indépendance et le droit de travailler où je voulais, comme je voulais. Et voilà qu'on m'en empêchait. Ce qui me perturba le plus cette nuit-là, ce fut l'absence totale de traces de pas et d'intervention humaine. Les fenêtres étaient fermées,
intacte, tout comme la porte que j'avais fermée à clé la veille. Ma raison ne trouvait rien auquel se raccrocher. Une semaine plus tard, j'expérimentais la vraie peur, la vraie frayeur, sans colère, juste la grande hantise. Il n'est pas facile d'en parler. J'étais dans mon lit, j'écrivais des articles de blog, quand je sentis une onde de froid parcourir mon bras. Je vis le poil de mon bras s'hérisser. Le froid passa ensuite le long du cou, puis sur l'autre bras. Il y avait clairement une présence en ces lieux, et pourquoi rôdait-elle dans la pénombre? C'est ce que j'essaierai d'expliquer. Je contactai d'abord un ami, pour tout lui raconter. Il vint très gentiment me voir, il n'eut pas l'indécence de remettre ma raison en cause, mais il me parla de failles telluriques et de champs électriques. Selon lui, ma maison était construite sur l'une de ces failles et elle subissait les affres d'un magnétisme puissant. Ce qui expliquait les objets tombés, les ampoules qui éclataient, etc. Ces explications cartésiennes n'expliquaient en rien mes frissons et ce que j'avais ressenti cette nuit-là. Et puis, le bois des spatules et des planches à découper n'est pas conducteur. Il n'aurait rien subi du champ électrique. Je consultai tout de même un médecin, mais il me déclara parfaitement sain et m'avoua avoir entendu d'étranges histoires sur Pic du Rocher. Je chercherai donc une explication dans les archives de la ville, à la bibliothèque communale. Et en fouillant dans les faits divers les plus marquants de la région, je ne tardai pas à découvrir une série de phénomènes paranormaux. J'appris que des villageois avaient dit avoir vu des esprits égarés et que certains avaient témoigné dès le XIXe siècle à ce sujet. Maupassant, auteur du Horla, évoqua d'ailleurs dans ses correspondances la Lozère et le folklore qu'elle suscitait chez le voyageur. J'avais passé la journée à la bibliothèque et ma curiosité parvint à son paroxysme quand je lus une dépêche au sujet de Pic du Rocher. Et mon cœur s'emballa tout à fait quand je vis la photo du manoir. Le cliché était noir et blanc, mais les détails étaient assez bien reproduits pour que ça ne fasse aucun doute, c'était bien mon manoir. Si la photo m'avait perturbé, que dire du texte qui l'accompagnait et de la sombre histoire qu'il racontait? En bas de page, je pouvais voir qu'elle était d'une certaine Bénédicte Mourtefeuille, et à en croire cette femme, ce manoir, mon manoir, recelait bien des souvenirs terrifiants. À peine avouables, celle d'une femme retrouvée morte dans un parc, la main tranchée. L'histoire de Monsieur et Madame de Hérundic par Bénédicte Mourtefeuille. En 1954, Monsieur de Hérundic vivait avec sa femme dans le manoir de Pic du Rocher, à l'écart de la ville, à la lisière du bois, au bord d'une petite départementale. L'homme était physicien et habile de ses mains. Il n'avait pas d'odorat, mais l'audition très développée, ce qui l'empêchait de bien dormir, car il entendait tous les bruits alentours, même les plus imperceptibles. Seules les caresses de sa femme dans ses cheveux pouvaient lui rendre le sommeil. Mais un jour, sa femme le quitta, parce qu'il était lunatique, mélancolique, et en proie à de terribles colères. Il la frappait sans cesse, sans même s'en rappeler. Un matin, qu'il dormit plus que d'habitude, il se réveilla seul et constata qu'il ne restait rien de ses affaires. Elle était partie et elle avait tout pris. Elle était allée chez sa sœur, qui vivait à Puy-du-Tour, à 20 ou 30 kilomètres de là. Mais M. Hérundic ne pouvait survivre sans sa femme. Sans ses caresses et sa main dans ses cheveux, il ne dormait plus. Aussi se rendit-il à Puy-du-Tour. Il la retrouva. Il la suivit un soir. Elle rentrait du supermarché. Il la tua froidement, dans un parc, découpa sa main et disparut impunément dans la nuit. Cet homme, aussi savant et barbare qu'il soit donné de l'être à un homme, inventa un procédé cryogénique ingénieux pour conserver la main en l'état. Il fabriqua en outre un petit robot qui actionnait la main en continu. De la sorte, la main de la défunte passait dans ses cheveux et il put enfin dormir. La police retrouva le corps de Madame de Hérundic, interrogea sa sœur, qui suspecta que Monsieur de Hérundic était coupable, et bientôt un groupe de 5 policiers débarquait au manoir. Les policiers forcèrent l'entrée et reculèrent d'abord devant l'odeur nauséabonde des lieux. Ils finirent par inspecter le manoir de fond en comble et trouvèrent à l'étage l'homme endormi. On prit son pouls tout en pointant une arme sur sa tempe. Il était mort dans son sommeil. La main de Madame Hérundic était toujours en mouvement. Après avoir lu cette histoire, il ne faisait aucun doute que le manoir était hanté. Devant l'insistance des événements paranormaux, je décidai de revenir à la ville dès la fin du mois.
Il fallut voir comment l'agence immobilière reçut la nouvelle. Le promoteur en chef me reçut sans grande amabilité dans son bureau et refusa de reprendre la propriété. Heureusement pour moi, je trouvai un acheteur sur eBay, un amateur de lieux hantés, me l'acheta pour 500 000 euros. Tout se vend sur Internet, vous le savez. Tout, absolument tout. J'avais appris une chose de cette mésaventure, que derrière chaque maison, il y a une histoire. Alors quand vous irez vous coucher prochainement, demandez-vous quelles histoires imprègnent les lieux. Et si vous envisagez de devenir propriétaire, comme je l'étais, informez-vous d'abord sur les précédents locataires. Mais avant d'abandonner ce manoir sordide et maudit, de redevenir un citadin lambda content de voir du monde, je devais emporter un souvenir impérissable de ce lieu hanté. J'étais sur le porche, je fumais une cigarette, ça faisait 10 ans que je n'avais pas fumé. Mes bagages étaient là, à mes pieds. J'expirais une dernière bouffée de fumée dans le froid automnal, et au travers, je vis 2 silhouettes prendre forme. Me croiriez-vous, chers amis, si je vous disais avoir vu un homme allongé sur le banc en bois blanc, et une femme qui passait son moignon dans ses cheveux gras.